Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un update lecture, le dernier avec cette chemise. Soyez-en rassurés. Et aujourd'hui, je vous présente beaucoup de fantaisie et un classique de la littérature japonaise. Et on va commencer par ce très grand auteur japonais que j'aime beaucoup, dont j'ai lu plusieurs œuvres, et c'est la première fois que je lis un roman aussi épais de lui, et c'est un classique. Alors il faut tout d'abord savoir que ce livre, je vais pas faire une critique objective dans le sens qu'il a une histoire très personnelle dont je ne vous parlerai pas. Voilà, il faut le prendre en compte, je peux pas le traiter comme un roman lambda. Je parle de 1Q84 de Haruki Murakami, donc j'ai ces éditions là que j'avais retrouvées en occasion. En fait, comme j'avais plus rien à lire dans ma palle, je suis allée chercher dans les livres que je comptais vendre prochainement en foire à tout. Bref, j'ai une grande caisse parce que quand je bossais, j'avais récupéré plein de livres et puis j'ai des livres en occasion. Au moment, il faut se faire à l'idée que tu vas peut-être pas les lire, il y en a ça fait des années. Et donc c'est le livre 1, avril à juin, donc on est sur des périodes. C'est très difficile à vous dire de quoi ça parle exactement, parce qu'il y a un côté fantastique et parfois c'est un peu what the fuck, je tiens à vous le dire, mais c'est excellent. Moi j'ai beaucoup aimé ce premier tome. En fait, le postulat de départ, le prologue, on suit une jeune femme dans un taxi qui a un rendez-vous avec un client. Le taxi lui dit, il y a un problème sur l'autoroute, il faut que vous passiez par cette allée, il y a un côté fantastique à ce moment-là, elle vous mène là. Je vais pas vous dire quel est le job de la dame, mais tu vas être en mode, ah d'accord. Bon, et en parallèle on suit un éditeur, un auteur et une jeune autrice. L'éditeur a envie de faire concourir la jeune autrice comme pour un concours de nouveaux auteurs, donc c'est franchement le premier livre, sauf qu'il n'est pas satisfait, il se dit avec le manuscrit qu'elle a donné, on va pas pouvoir avoir le prix. Donc il demande à un autre auteur de réécrire le livre et de dire que c'est à la jeune fille, quoi. C'est un micmac, mais que c'est la jeune fille qui l'a écrit, comme ça, voilà, ils ont le prix, tout le monde est content, bref. Donc cet auteur, on va le suivre et il va rencontrer la jeune fille qui est très particulière et qui a un lien avec ce qu'on appelle le maître. 1Q84 est un titre qui n'a pas été choisi au hasard. 1Q84, 1984 est la date de création d'une célèbre secte japonaise qui est à l'origine, je crois, en 1995, des attentats à Tokyo, du gaz dans le métro, il me semble. Bref, ça parle d'une secte. Il y a une dérive sectaire avec bien sûr des mots qui sont posés, qui donnent une atmosphère. Murakami il a une façon d'écrire assez particulière. Je pense que personne n'écrit vraiment comme Murakami. Des fois c'est drôle, du genre il y a une des nanas, elle a une fixation sur les hommes chauves, qui commence à devenir chauve. Moi ça m'a fait rire parce qu'il y a vraiment des détails sur les personnages qui peuvent être drôles. Il y a un côté fantastique très présent, donc il faut le savoir. Et il y a ce côté historique sous-jacent quand tu fais des recherches à côté. Moi c'est vraiment le côté sectaire qui m'intéressait au plan parce que comme beaucoup de gens, tout ce qui est criminologie ça m'intéresse. Et il faut dire que les gourous c'est quand même un grand pan de la criminologie et surtout de la psyché. Il y a un côté thriller parce qu'il y a des choses qui se passent et notamment, voilà, il y a une autre secte qui y a des méchants, il y a un truc où il y a des gens qui sont en danger. Et vraiment, là, on finit le tome et on sait pas trop ce qui s'est passé, ce qui va se passer. Des fois, t'es en mode, est-ce que c'est la réalité, c'est pas la réalité. C'est assez perturbant comme lecture, mais moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai été transportée, je l'ai lu en une journée, pour tout vous dire, vraiment, j'ai vraiment été dedans. Et ça se lit bien, Murakami, c'est pas très compliqué au niveau du style. Là, faut juste savoir que le côté fantastique peut en rebuter certains parce qu'on n'a pas toutes les clés. Je pense que c'est un roman en puzzle, donc on va voir les clés plus tard. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est la façon dont la jeune autrice parle en fait des méchants. C'est beaucoup de choses qui sont infantilisées par le conte et j'aime vraiment. J'ai hâte de savoir ça. C'est un livre qui est extrêmement connu, hein, vous l'avez sûrement vu sur d'autres chaînes, mais pour ma part ça a été une très bonne lecture et je retrouve tout ce que j'aime chez Murakami, c'est-à-dire sa plume qui est simple et en même temps très riche. On a toujours envie de dévorer les pages, il y a ce côté fantastique qui est présent et en même temps toujours avec un sous-texte politique souvent. Et Murakami c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Je respecte beaucoup la figure de l'auteur chez Murakami qui est quelqu'un d'assez humble quand on le voit dans ses récits sur sa carrière d'auteur et j'aime beaucoup la façon dont il voit la littérature. Il y a un livre que j'avais lu de lui, je n'ai plus en tête, mais qui est très intéressant sur sa vie d'auteur, que je vous recommande. Bref, ça a été vraiment une très très bonne lecture, je vous conseille si vous êtes passionné de littérature japonaise. On retrouve le Japon sans vraiment... pour l'instant, l'intrigue pourrait se passer autre part.
mais pour moi j'ai adoré. Je pense que ce fait que c'est pas trop japonisant fait que ça a pu s'exporter beaucoup à l'étranger. Ensuite on passe dans de la fantasy. Alors, on commence par qui? Parce que là on a 3 grands auteurs. On commence par Alain T. Puységur, qui a écrit un livre sur Cthulhu que les éditions Bragelonne m'ont envoyé. Donc c'est Survie en terre Lovecraftienne. Alors ce livre, je savais pas du tout de quoi ça parlait. C'est un guide en fait sur Lovecraft, sur toutes les œuvres de Lovecraft. C'est pas un... En fait c'est un mélange entre un guide, donc vraiment on a plein de chapitres qui sont par exemple les créatures de Cthulhu. Il va te présenter toutes les créatures. Donc voilà, il y a les grands anciens, les créatures, les bibelots, les artefacts, les piliers fondateurs du mythe, la cosmogonie, les différents degrés d'horreur, d'où vient le mythe de Cthulhu, bref, tout ça. Avec, je tiens à le dire, une édition assez exceptionnelle dans le sens qu'il y a des dessins en bas, en page avec des commentaires. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a l'impression que l'auteur a écrit ce guide pour nous avec la croyance que Cthulhu existe, que l'univers de Lovecraft nous attend vraiment à la porte. C'est vraiment un guide de survie là, si ça se passait, avec les narrateurs, on a l'impression parfois qu'ils tombent dans la folie aussi. Et c'est très intéressant, c'est très bon je trouve sur l'univers de Lovecraft. Je pense qu'il faut le conseiller quand t'as pas tout lu, peut-être quand t'as lu 1 ou 2 récits, ou avant. Parce qu'en fait, il va te parler de beaucoup de choses, et je pense que c'est soit ça te spoil un peu trop, donc en fait les citations qu'il mettait, je les lisais pas parce que j'avais pas envie de me spoiler les nouvelles, et en même temps je pense que quand t'as tout lu, c'est vraiment de la redite. Donc je sais pas trop où le placer, mais c'est très intéressant. Si vous aimez l'univers de Lovecraft, bien sûr, n'hésitez pas à vous le procurer, et si vous êtes intéressé par l'univers, essayez avec ça, regardez si l'univers, parce que Lovecraft, autant l'écriture est hyper intéressante, la cosmogonie est d'autant plus intéressante aussi, et c'est ce que j'ai aimé, et vraiment le parti pris de attention, ils sont là derrière à nous attendre, vraiment que le récit est réaliste, je trouve que c'est vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé. Après, je vous conseille pas de faire comme moi, de le lire d'une traite, parce que je pense pas que ça soit un livre qui est considéré comme ça. Je pense qu'il faut en lire un bout de temps en temps pour pas être trop dégoûté de la lecture, mais pour ma part c'est passé plutôt tout seul. C'est très intéressant, ça me donne envie de lire bien sûr d'autres livres de Lovecraft. J'ai continué à lire d'autres livres de Lovecraft. Simplement la seule chose, et c'est ce que j'avais dit dans un objet de lecture, quand on a des auteurs comme Lovecraft où il y a pas tous ces textes, mais certains textes qui sont racistes, il y a certaines éditions qui le mettent. Il y a certaines critiques qui le mettent en avant, ici il n'y a rien du tout. Et en fait j'aurais même voulu avoir un petit paragraphe en disant Lovecraft c'est très bien, c'est un très bon auteur, simplement prenez garde que ça a été écrit à une autre époque, par une personne qui avait une vision telle sur la personne et sur tel type de personne. Voilà, c'est seul truc, parce que je pense que Lovecraft, si tu commences par le bon récit, ça peut te mettre mal à l'aise vite fait en fait. Pas mal à l'aise dans le sens que c'est le but de Lovecraft de te mettre mal à l'aise par ses récits, mais mal à l'aise par les thématiques et certaines choses qui sont pointées. Mais sinon c'est un excellent roman que je tiens à vous dire, et Lovecraft pour moi c'est une des grandes découvertes que j'ai fait cette année. J'aime beaucoup son écriture, l'horreur, de toute façon c'est de l'horreur sans être trop glauque, et c'est glauque mais comment dire, c'est pas trash sanguin, tu vois, c'est plus dans l'horreur qui te fait frémir, et j'aime beaucoup. Je viens d'en lire un qui m'a énormément plu, donc je vous parlerai bientôt en objet de lecture. Voilà, un petit guide pour vous rendre compte pour les fans, et surtout si vous n'avez pas commencé, ça peut être un bon moyen de vous faire une idée de l'univers de Lovecraft. Et moi j'ai noté plein de nouvelles qui me tentaient en fait, parce que voilà, par exemple les montagnes hallucinées, il y a 1 an ou 2 je crois que c'était sorti chez Bragelonne, j'avais pas osé les prendre, et en fait maintenant je regrette un peu parce que c'est un récit qui me tente beaucoup maintenant, notamment par ce livre qui explique beaucoup de choses sur les montagnes hallucinées, et ça m'a donné vraiment envie. Ensuite, je garde la roue du temps en dernier. Je vous présente Bloodsang, le tome 2. Alors, gros coup de cœur, mais vraiment gros coup de cœur pour le tome 1, qui est un de mes coups de cœur de cette année, on va pas revenir dessus, où on suit en fait le jeune Vailin qui est envoyé dans une espèce de, on dit pas un couvent, mais de confrérie de frères, où il va subir le pire. C'est de la dark fantasy, pour moi c'est de la dark fantasy, et il va devenir un frère en fait, et il est lié aux ténèbres, donc à quelque chose qui est extrêmement chassé dans son pays.
personne ne veut entendre parler de ces gens-là, on les tue, et en parallèle on le suit adulte dans une guerre, il a tué un peu l'espoir d'un peuple. Ici ça se passe beaucoup plus tard, et il faut dire que le roman m'a un peu retourné le cerveau dans le sens que je m'attendais pas du tout à cette suite, et je dois dire que je suis un petit peu déçue, même si c'est un excellent roman, parce que y a des trucs qui manquent enfin, je trouve pas ça aussi bon que le tome 1, faut dire ce qui est. En fait là on suit 3 personnages importants dans la série, donc on suit Vaeline, donc quelques années plus tard, qui retrouve sa sœur, sa demi-sœur plus particulièrement. On suit, je crois c'est Reva, donc une jeune femme qui cherche vengeance et qui va se rendre compte, elle est très pieuse, que elle est différente de certaines autres femmes et que c'est difficile avec sa religion de suivre, d'autant plus qu'elle est l'héritière d'un royaume. Et on suit, alors je sais plus comment elle s'appelle, à chaque fois j'oublie son nom, c'est la princesse que Vaeline rencontre dans le premier tome, qui est une grosse biatch mais que j'adore parce que du genre c'est... Ah c'est ça, elle s'appelle Lyrna. C'est vraiment la princesse dont on a prédestiné... Ça devrait être elle qui est héritée du royaume, mais elle part du principe que normalement c'est son frère qui doit l'être, qui est brillante, qui refuse le mariage pour régner. Elle est en mode si je dois régner, j'ai toutes les capacités pour le faire seule. C'est un personnage que j'ai adoré, qui subit énormément dans celui-ci. Alors j'ai adoré suivre son point de vue, j'ai adoré suivre celui de Vaeline. Rena en fait je l'ai un peu moins aimé, faut dire ce qui est, c'est un personnage, c'est pour ça que j'ai trouvé ces passages assez longs et que j'ai été un petit peu déçue parce que j'ai pas accordé. Et on suit un autre frère donc qui lui est un peu dans le caca, j'ai pas envie de vous dire son point de vue parce que ça spoil le tome 1, mais c'est très intéressant aussi et ça soulève des questions très intéressantes sur le pardon, les remords, sur plein de choses. Il y a une bataille finale, la fin m'a beaucoup plu, en fait j'ai vraiment aimé on va dire toute cette fin là. J'ai été à fond dans le récit comme dans le tome 1, mais toute la première partie est très introductive et on introduit voilà, des nouveaux personnages et surtout je suis un peu décontenancée parce que voilà, le personnage de Reva me plaît moins et Vaeline en fait il n'y a plus rien vraiment avec les frères, il y a plus. Il y a une très très belle histoire d'amour dans le tome 1, ici c'est un peu en mode ouais bah en fait on va pas en reparler. Donc moi je suis hyper déçue parce que c'était vraiment une histoire d'amour auquel j'adhérais beaucoup. Je suis en même temps contente que l'auteur me donne pas ce que j'ai envie, tu vois, qu'il me donne pas un copier-coller du tome 1. Là on est vraiment dans une évolution. En plus il faut dire que l'univers est hyper riche, on a beaucoup de contrées différentes. Notamment là on retourne un peu dans la jungle avec ces tigres. Alors moi j'adore les monteurs de tigres là avec leur pouvoir, moi j'adore ce côté là. Et j'ai vraiment envie que dans le tome 3 ça soit encore plus développé. Parce que j'ai la suite que Brajon m'a envoyée, qui, je ne sais plus, je la vois pas de là, mais c'est la suite de Blaotsang avec Vaeline. Et j'ai vraiment hâte de savoir la suite, et notamment le destin de nos personnages, parce qu'en clair, là on te dit, il s'est passé ça, mais en fait c'est qu'un amuse-bouche de ce qui va se passer dans le tome 3, et je suis en mode, bon d'accord, je pense que c'est un tome de transition, et que un des points de vue m'a pas plu, simplement, il y a beaucoup de choses qui faisaient, je trouve, la qualité du tome 1 qui sont plus présents, et là j'ai trouvé qu'on avait pris un peu trop son temps avec certains personnages, et j'aurais voulu avoir d'autres choses avec d'autres personnages. Bref, voilà, c'était pas très clair, mais là-dessus, c'est un très très bon tome, mais pas de coup de cœur pour celui-ci. Et enfin, Robert, tu es passé où? Oh merde, j'ai perdu Robert Jordan. Ah, il est là, pardon, j'ai trouvé Robert. Alors, La Roue du Temps, c'est le tome 6. Alors c'est toujours compliqué de vous dire, Brajon les a coupés en deux. C'est assez difficile je trouve à lire, c'est pas très confortable à lire des pavasses toujours comme ça. Ils pouvaient pas mettre deux... T'imagines, ça aurait fait ça le tome, ça aurait été dégueu. Et puis il faut vous dire aussi que c'est des contraintes, on va dire budgétaires. C'est mieux d'en vendre deux que d'en vendre qu'un seul. Ici donc c'est la première partie, c'est le tome 11 qui correspond donc à la première partie du tome 6 dans les intégrales. Robert Jordan, il me semble qu'il y en a 14. Donc on est arrivé presque à la moitié. Et alors La Roue du Temps, j'ai un rapport assez particulier parce que j'adore l'univers, j'adore certains personnages, mais il y a certaines choses qui me gênent et je trouve le récit assez lent de base, et là la lenteur est présente. Je dois vous dire que c'est le récit le plus lent et qui, je pense, a dû rebuter beaucoup de lecteurs, et je pense que c'est le plus gros défaut de cette série qui est excellente, c'est sa lenteur. En fait, dans ce tome-ci, il y a en 800 pages presque rien au niveau intrigue, je parle action, qui se passe. On a les personnages qui font leur vie, il y a certaines choses qui se passent, tu fais ok.
très bien. Voilà. J'avais énormément d'appréhension avec le fait de pas avoir lu, parce que la publication a repris maintenant, mais de pas avoir lu depuis quelques mois Robert Jordan, parce que je trouve que c'est des livres qu'il faut enchaîner, parce qu'il y a tellement de personnages que tu t'y perds à un moment, il y a tellement d'intrigues que t'es en mode bon d'accord, ça c'était ça, des fois je suis en mode qu'est-ce qui s'était passé déjà là? Alors des fois je regarde sur internet, des fois t'arrives à retrouver parce que quand il t'explique tu fais bon d'accord. J'ai beaucoup aimé en fait retrouver certains de mes personnages, sauf que le problème c'est qu'il y en a certains qui sont plus là. Tu te demandes l'âne il est passé où exactement, je sais pas, il est où exactement. Matt et Perrine, on les voit 20 pages en tout. Et je suis en mode, bah c'est quand même le trio de début, c'est les personnages principaux. Ils sont où exactement? Surtout que personnellement, Rand m'insupporte. Je supporte pas le personnage principal pour plein de raisons. Mais Rand est pas mon pote, on va dire. Et je suis un peu en mode, c'est très bien parce que quand il y a Rand, ça veut dire que l'univers avance. Donc ça c'est pas plus mal. Mais je suis un peu décontenancée par le fait qu'il y a des personnages, il y en a, ils ont totalement disparu. Je fais, mais ils sont où? Ils sont où? Et voilà, autrement de retrouver ces personnages, il y a des choses qui sont approfondies. En fait, on approfondit l'univers, on approfondit il y a ça au niveau de la construction de l'univers, du passé, des personnages, peut-être un peu leur caractère. Mais il y a un truc qui m'a extrêmement gênée dedans. Alors déjà, il faut savoir que Robert Jordan, quand j'ai commencé La Roue du Temps, j'ai toujours trouvé ces personnages féminins excellents. C'est-à-dire c'est des femmes fortes, elles ont pas peur de dire ce qu'elles pensent, de refuser l'amour. Faut dire que dans le tome 1, on te propose un couple et c'est pas du tout le couple qui va finir. Tu vois, vraiment, je trouve que les filles sont badass. Et c'est vraiment, pour l'époque où ça a été écrit, c'est vraiment quelque chose que j'appréciais, notamment dans le récit. Et en fait, dans ce tome-ci, il n'y a pas que les filles, mais en majorité, c'est les femmes. Alors, autrement que le fait qu'on approfondit tout ce qui est Aes Sedai, les complots, les méchants, voilà, il y a la construction, les Aiel, tout. Les femmes et les autres personnages ont clairement un problème d'hormones, c'est-à-dire que quand elles apparaissent, à chaque fois, on va dire, c'est « Oh, je pense à l'âne, je pense à l'aimer, je rêve que tel mec me dit qu'il m'aime, Rand qui se pose des questions avec ses hormones, oh, mais elle m'attire, mais j'attire le malheur. » Et je suis en mode « Mais en fait, c'est les feux de l'amour ou c'est Robert Jordan ?» Là, j'accentue énormément. Mais je suis en mode en fait, j'en ai rien à faire que les personnages soient frustrés sexuellement. Moi, j'ai envie qu'on avance dans l'histoire. Et en fait, ça en devient ridicule. Et les nanas, en fait, dans le récit, elles sont un peu sottes en fait et niaises à cause de ça, et j'aime pas parce que ça casse l'image que j'avais, et il y en a certaines, elles deviennent même agaçantes. Mais comme je vous dis, ça arrive à Rand aussi. Et il y a toujours ce truc de triangle amoureux. J'ai rien contre le polyamour, faut dire, j'ai jamais vraiment lu là-dessus, mais c'est pas quelque chose, c'est pas du polyamour en fait dans La Roue du Temps, c'est très bizarre. Je vais pas vous spoiler, mais il y a un truc avec 3 nanas, et j'ai un peu du mal avec ça, et je trouve que ça donne pas forcément une image très glorieuse des femmes. Voilà. Donc, c'est simplement ça qui me gêne dans celui-ci. J'ai envie de lire la partie 2 est juste là. Donc ici. Mais je sais que là, je passe le moment, je crois jusqu'au tome 9, où les livres sont longs. Et je m'accroche quoi, parce que je sais que la suite est très très bonne, hein. J'entends énormément de bien sur la suite, mais c'est vrai que j'aime bien quand il y a un peu d'action et qu'on avance dans l'intrigue, et là je suis en mode... En plus c'est la frustration de pas retrouver les personnages que j'aime bien, tu vois. Donc j'espère qu'on va retrouver un peu Matt et Perrine dans cette deuxième partie, pour que je puisse me remettre dedans, mais pour l'instant je vous conseille La Roue du Temps, mais il faut savoir que c'est très lent, et qu'il faut s'accrocher. Si vous adorez, genre vous êtes hyper fan de l'univers, peut-être que vous allez vraiment adorer avoir toutes ces informations. Moi j'aime beaucoup, mais il y a parfois, j'ai besoin qu'on passe la deuxième à un moment. Donc là je suis un peu mitigée sur celui-ci, mais bien sûr je vais continuer, hein, parce que quand tu lis ça, même si c'est long, tu t'arrêtes pas maintenant. Hein. À un moment, quand t'es lancé, t'es lancé. Ah là ils disent que Perrine va être dans le truc. Bah allez, on va suivre Perrine. Et simplement j'aime bien parce que Rand, en fait dans La Roue du Temps, il y a tout un truc avec la folie qui est très importante, et là on le traite un petit peu. Je trouve que c'est un personnage que je vous dis que j'aime pas, mais en même temps je m'y attache de plus en plus, parce que il est de plus en plus nuancé. Et oui, alors ça j'en parlerai plus quand je ferai ma vidéo, mais il y a aussi c'est top modèle USA hein, dans La Roue du Temps. Ils sont tous beaux gosses. Ça me fait rire à chaque fois parce que les descriptions ils sont tous beaux gosses sauf les manants, mais sinon tous les personnages un peu principaux ils sont tous faits top modèle USA. Donc voilà. Mais je me moque un peu de ce récit, de ses points faibles, parce qu'en fait
Là, c'est un excellent récit au niveau de l'univers et franchement, Jordan, en termes de je creuse l'univers, je donne beaucoup d'informations, c'est un récit qui est complexe. On peut pas lui retirer que c'est un des récits les plus construits en termes d'univers et que ça fait du bien de voir des auteurs qui se donnent autant dans les livres. Simplement, la construction d'univers pour moi a besoin aussi d'action et d'avancement. Donc voilou. Voilà, j'ai dit une phrase de vieux, mais c'est tout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes en train de lire La Roue du Temps, où vous en êtes, et si vous avez passé un peu ce cap, me dire si c'est mieux en fait après, si c'est mieux, du moins si on a de l'action, parce que là je rame un petit peu. Je suis en train de lire Warbreaker de Brandon Sanderson, ça m'a remis dedans, j'aime beaucoup Warbreaker pour l'instant. Et voilà, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, je vous souhaite de très bonnes lectures et comme d'habitude une très bonne journée.